nous retrouvons Marie-Odile Sabot, une fidèle ambassadrice du village de Wardry et de son patrimoine. Elle avait d'ailleurs consacré, je cite, un livre « Images » à son village chéri. Ceci en remettant au goût du jour et en sortant des oubliettes un ouvrage datant de 1910, signé par l'abbé Désiré Lefebvre, alors curé de la Haut-Wardry, souvenir religieux et historique de la Wardry. Nous n'allons pas ici retracer toute son histoire, mais en sortir quelques bribes qui donneront l'envie d'en connaître davantage sur son incontestable richesse. Marie-Odile, Wardry est étroitement liée à la famille des comtes du Chastel. Quelle explication rationnelle et brève pourrais-tu donner à cette continuité? C'est plus que simple. La famille des Duchastel est à l'origine du village, tout simplement parce que c'était les premiers propriétaires terriens, les seigneurs du Moyen-Âge, et qu'au fil du temps, ils n'ont jamais revendu aucune parcelle et ont gardé au village sa structure, on va dire, moyenâgeuse. Wardry semble suspendu du temps qui passe, comme une belle endormie. Le village, doté d'une petite trentaine de foyers, quasi le même nombre qu'au Moyen-Âge, est proche de la frontière française. Seules quelques passerelles jetées sur le petit ruisseau de l'Ennon, long de 18 km, permettent de passer la frontière. Wardry est enfermé par ses bois et isolé des principaux axes routiers. Son école ferma ses portes en 1975, mais malgré cela, de nouvelles familles avec des enfants sont venues s'y installer, pourtant sans être desservies par les transports en commun. On sait qu'il y avait un projet d'aménagement de la place, en collaboration avec le développement rural de Brunehaut, dans lequel tu t'es investi depuis de nombreuses années. Qu'en est-il aujourd'hui, Marie-Odile? Ça, c'est encore une des grandes désillusions de Wardry. Le projet qui était malgré tout pharaonique, il faut bien le préciser, ne correspondait pas obligatoirement aux réels besoins de ce petit village. Néanmoins, les subsides ont été accordés et, par enchantement, ont servi pour la commune à d'autres aménagements. Et cavalier et fort dommage parce que la place est restée à l'état initial. En 1947, dans l'ère du rêve américain d'après-guerre, il y a eu un projet insensé de faire de Wardry une espèce de Hollywood avec ses sociétés de production cinématographique. Studios, hôtels, casinos, installations sportives, villas, le tout sur une surface de 300 000 m². Peux-tu nous en dire davantage sur ce projet pharaonique qui fut abandonné? Projet pharaonique, en effet. Mais remettons-nous quand même dans l'époque, après-guerre, les investisseurs cherchaient de nouvelles idées à mettre en œuvre. Mais pour mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent. Alors ils sont arrivés à leur première phase qu'ils ont réussi à faire, c'est-à-dire défricher toute cette immense partie de Wardry qui n'était que bois à l'époque. Nous sommes ici sur les lieux. Nous sommes sur les lieux. Malheureusement, ou bien heureusement, je trouve, les investisseurs se sont rendus compte que ça allait leur coûter une totale fortune et les uns après les autres, ils se sont retirés du projet. Néanmoins, le défrichement avait commencé, ils l'ont continué avec d'autres moyens financiers et là est apparu quelque chose de totalement extraordinaire, des vestiges gallo-romains, des vestiges également du tout début de l'ère. On va vous en parler un petit peu plus loin. Exactement. Autre opportunité, mais bien réaliste celle-là. En 1953, lors d'une opération de défrichage du bois, il y a eu la découverte de vestiges archéologiques de l'époque gallo-romaine. Les objets restèrent la propriété de celui qui les avait découverts. Ils furent dispersés et sont disparus. Comment expliques-tu que les autorités compétentes de l'époque ne sont pas intervenues pour sauver ce patrimoine qui aurait pu amener une attractivité adéquate à Wardry? Ça c'est encore une fois un des gros chagrins de Wardry.
Cette découverte était de haute importance parce qu'on a découvert dans un premier pot des pièces or romaines et par la suite l'engouement des amateurs a fait qu'on a également mis à jour toute une cité gallo-romaine un petit peu plus haut avec des fours de potiers, de tuileries, enfin tout ce qui tournait autour du cheval, maréchal Ferrand, enfin toute une cité. Et malheureusement là aussi c'était la propriété d'un privé et ça n'a pas pu être mis en valeur comme on l'aurait fait à Aubechy, mais hélas, le propriétaire s'est très vite empressé de combler ce qui avait été découvert. Donc si un jour quelqu'un avait envie d'investir dans des fouilles extraordinaires, il va remettre à jour toute cette cité perdue. Nous sommes sur le site. Nous sommes sur le site de ce défrichage absolument incroyable. Nous étions ici à cette époque, avant-guerre, on va dire, en plein bois. Je te remercie, Marie-Odile. Avec plaisir. Nous sommes ici sur la place du village. Peux-tu nous dire quelques mots sur les restes du château de la Houardrie? On peut y voir le blason de la famille du Chastel sur le porche d'entrée. Alors le porche d'entrée, oui, mais c'est surtout les bâtiments communs. L'ancienne ferme. L'entrée se trouvait à un tout autre endroit. Alors le reste du château, ce n'est simplement qu'une seule aile, qui était l'aile des domestiques, et c'était un château en U, le dernier château, parce qu'il y a eu 3 châteaux depuis le Moyen-Âge. L'église de Houardrie est dédiée à Sainte-Marie-Madeleine. C'est un édifice qui existait déjà au XIe siècle. L'église fut sauvée de la destruction qui la menaçait par le comte Albéric du Chastel qui entreprit de grands travaux et la remise en état des monuments funéraires. Député de la noblesse du Hainaut aux États généraux, il servit d'abord dans les armées de Napoléon. Laissé pour mort dans la neige au retour de la campagne de Russie, il fut ramené à Dresde sur les bras de 2 habitants de Holin. À l'abdication de Napoléon, il intégra les armées des Pays-Bas et fut nommé adjudant général. Il fut chargé en 1830 de régler les affaires de Guillaume Ier. Il décéda le 17 avril 1864. Après cette petite leçon d'histoire, peux-tu compléter sur l'église de Houardrie? Avec grand plaisir, et je vous propose la Bible de Houardrie, ce merveilleux ouvrage qui a été écrit par un de ses curés, M. l'abbé Lefebvre, en 1910. C'est une édition originale qui appartenait au du Chastel. J'ai réussi à me procurer cet ouvrage avec très grand plaisir et on y trouve absolument toute l'histoire de Houardrie. Néanmoins, je me permets de vous dire que la nef où nous sommes n'est pas la nef du tout d'origine. C'était une toute petite église avec une nef qui avait peut-être la moitié de la dimension de ce que nous connaissons et qui a été donc restaurée par le comte Albéric en 1860 et il décède 4 ans plus tard. Donc vous voyez, très court le temps pour avoir remis cette magnifique église en ordre. Pour les catholiques qui nous regardent, à quelle fréquence y a-t-il encore des offices? Eh bien, on a la grande chance à Houardrie de pouvoir avoir en gros une messe tous les 15 jours, le samedi à 18h, malgré la rotation qu'il faut faire dans tout le doyenné au niveau des messes. Vous trouverez d'ailleurs tous les renseignements dans la vitrine qui se trouve à l'extérieur et ceux dans toutes les églises. Hormis les obis qui ornent les murs de l'église, au nombre de 33 pièces, et dont le plus ancien est daté de 1624, attardons-nous sur ce bénitier en pierre du Hainaut. Alors, ce bénitier, c'est la vedette, du moins pour beaucoup de visiteurs, simplement parce que le vrai trésor se trouvant dans le cœur est peu accessible. Les gens se souvenaient de ce bénitier comme d'une chose incroyable. Parce qu'il y a en inscription un palindrome, c'est-à-dire une phrase qui peut se lire de droite à gauche ou inversement, et qui dit « lave ton âme comme tu laves ton visage ». Donc ça s'applique parfaitement au rite de la prise d'eau dans le bénitier. C'est une copie d'un
bénitier qui se trouve à Sainte-Sophie de Constantinople. Vaste programme, comme dirait le général de Gaulle. Bien, mon général. Arrêtons-nous sur les cénotaphes des deux frères, François et Nicolas du Chastel, 1622 et 1631. Ceux-ci sont des monuments exceptionnels. Marie-Odile, peux-tu compléter? Mais oui, des monuments tout à fait exceptionnels. Ils couvrent une toute petite partie de la Renaissance où on avait imaginé pouvoir représenter autrement le défunt qu'en prière et à genoux. Donc ici on a deux exemples très rares, je crois qu'ils sont à peu près uniques en Belgique, de défunts représentés dans une attitude assez alanguie sur leur natte de soldats. Ça c'était un petit peu le matelas du soldat que l'on roulait, que l'on emmenait. Celui-ci, il est en armure parce qu'il est mort sur le champ de bataille. Tandis que son frère, que nous allons voir juste après, lui est décédé par après. Voilà, Messire Nicolas, encore une autre représentation du défunt, à peu près le même cénotaphe que son frère, mais on peut remarquer qu'il n'est pas en armure, il est avec ses vêtements d'apparat, tout simplement parce qu'il est décédé, non pas à la bataille, mais des suites d'une maladie quelque temps après. Le clergé, trouvant ces représentations plutôt païennes, de ces gens alanguis sur leur natte, au bout d'un certain temps, a interdit ce genre de représentation et a demandé expressément que les souvenirs soient avec des sculptures où les gens sont à genoux et en prière. Un peu dommage, mais sachez également que c'est unique en Belgique et c'est très 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 rare même en France. Voici devant la tombe de l'abbé Lefebvre, qui a écrit le livre que je vous ai présenté tout à l'heure dans l'église. Je tenais à vous montrer sa tombe, qui a d'ailleurs été restaurée par les comtes du Chastel, parce que cet homme qui a été curé à Wardry était amoureux de sa paroisse, amoureux de l'histoire avec un grand H, et qu'il a mis tout son cœur dans la véracité du livre et le contrôle de tout ce qu'il pouvait dire. Pour ma part, j'aimerais que ce lieu reste, non peut-être pas immuable, mais ne perde pas son identité en voyant des constructions extraordinaires, une cité par-ci, des maisons par-là, qui viendraient entacher ce côté bucolique du village de Hain. Et puis, nous sommes, semblant de rien, un exemple de ce que serait encore chaque village s'il n'avait pas été à un moment donné investi, revendu et transformé. On est là véritablement sur un exemple de Moyen-Âge jusqu'à nos jours, à peu près dans la même conformité. Autrement, je vais quand même me permettre un petit coup de pic, c'est qu'on ne s'occupe de Wardry en aucun cas parce que représentent ces quelques maisons en pouvoir électoral, rien du tout. Donc quand vous n'avez pas besoin de voix, vous n'allez pas les chercher et vous n'apportez aucun véritable bien aux gens de ce village. On a eu un programme au niveau de la place qui a avorté, qui était complètement mégalomane. Mais nous avons une petite aire qui est juste derrière moi. On a l'impression que c'est un grenier, un vieux grenier avec tout un tas de choses qu'on y a déposées, la bulle à verre, la poubelle, un banc pratiquement affaissé, des panneaux. Alors que les gens qui y viennent, à vélo, qui passent, ont envie de poser 5 minutes, 10 minutes et même parfois manger et ils sont obligés de s'asseoir par terre. Est-ce encore bien logique à notre époque ? Pour conclure, un petit mot sur ton livre Wardry au fil du temps. C'est avec le plus grand plaisir que je me suis autorisée de donner des indications que j'ai forcément puisées dans le livre de l'abbé Lefebvre et puis d'y rajouter toute une illustration qui permet de voyager dans le temps de manière un peu plus agréable qu'avec un texte qui est magnifique mais qui est quand même très savant.
Bonjour madame, bonjour monsieur, j'interpelle ici des promeneurs. Vous êtes de où? De Olin. Vous venez souvent à Wardry? Non, c'est la première fois qu'on vient découvrir ce magnifique site, très agréable, apparemment très calme, Oui. où la nature nous interpelle beaucoup, donc on aime se promener dans ces endroits. Comment se fait-il qu'en étant de Olin, de Brunehaut, vous n'êtes jamais venu à Wardry? On se promène souvent dans Olin, le long de l'Escaut, à Péronne, au grand large. Voilà, aujourd'hui il fait tellement beau, c'est l'occasion de découvrir un autre site. Eh bien, je vous souhaite une bonne promenade. Merci. Merci. Bonjour Anton, ça va? Oui, ça va. Alors, tu es venu passer des vacances ici à Wardry? Oui, chez ma tante. Alors, comment tu trouves le village de Wardry? Il est sympa, il est joli, il est paisible. Tu aimes la nature? Oui, j'aime bien. Tu vas promener dans les bois? Oui, tous les matins avec le chien de ma tante. Ah ben, c'est très bien. Bonjour Brieux, je vois que tu joues avec ton frère sur la place de Wardry. Comment occupes-tu tes journées de vacances ici à la campagne? Je fais beaucoup de trottinettes parce qu'il y a beaucoup d'espace. Je me promène souvent dans les bois avec le chien et quelquefois on l'a à l'intérieur. Tu fais des grasses matinées? Oui, je reste réveillée plus ou moins jusqu'à 9h. Alors qu'est-ce que tu apprécies le plus ici? La nature et le village est calme, donc ça c'est bien. Et je vous souhaite une bonne journée à tous les deux. Merci. À présent, nous allons nous rendre à l'estaminet de Wardry. Cette demeure est un lieu mythique. Les anciens se souviennent encore de l'estaminet Louvet-Lecat et de son épicerie tabac. Monsieur Louvet était à lui seul une véritable institution. Aujourd'hui, l'estaminet est ressuscité grâce à Thomas Lambin. Nous allons donc faire plus ample connaissance avec ce jeune homme. Thomas, nous allons nous tutoyer. Peux-tu nous expliquer comment tu es atterri ici, dans ce petit village perdu, et de où es-tu originaire? Alors, je suis arrivé ici quand j'étais tout petit, je devais avoir 5-6 ans. Mes parents sont venus s'installer ici. Et avant ça, j'ai vécu quelques années à Roubaix. Nous sommes ici sur le fameux pont de l'Elnon. As-tu déjà entendu parler de Monsieur Louvet? C'était un personnage hors du commun qui connaissait de nombreuses histoires. Il tenait cet établissement de ses parents. L'estaminet a fermé ses portes lors de son décès en 1998. Alors, j'ai pas eu la chance de connaître Monsieur Louvet, mais je pense que les gens venaient autant pour le personnage que pour boire une bière ou acheter des choses au magasin. J'ai pas mal d'échos de gens qui se rappellent avoir été marqués par cette personne, que ce soit sa façon de s'habiller, sa curiosité sur les histoires des différents villages, sa façon de prendre les commandes, de laisser les bouteilles sur la table jusqu'à ce que la note soit réglée, etc. Qu'est-ce que tu apprécies le plus ici à Wardry? Alors, pour avoir passé plusieurs années en région parisienne, le plus agréable à être revenu ici, c'est vraiment le calme, la tranquillité. C'est aussi très agréable de discuter avec les gens qui passent ici. Je fais des belles rencontres. À ton avis, pourquoi les gens aiment-ils venir ici? Et je pense qu'ils viennent aussi chercher un peu ce calme, cette tranquillité. On a la chance d'avoir le bois de Wardry juste à côté pour faire des jolies promenades, donc ça fait pas mal de bonnes raisons de passer par ici. Thomas, est-ce que tu es satisfait et heureux d'avoir réouvert cet établissement? Très. C'est très rassurant de voir que les retours sont positifs. Les gens sont très contents de revenir ici pour profiter à nouveau de cet endroit qu'ils ont connu quand ils étaient enfants. Et c'est un soulagement après toute cette période de travaux où j'avais pas forcément ces retours-là de voir que le projet plaît et fonctionne. Quel a été ton parcours scolaire et quel type d'études as-tu mené? Alors, j'ai toujours fait mes études en France, donc d'abord à Mouchin, puis à Saint-Amand jusqu'au bac. Ensuite, j'ai fait une prépa maths physique à Valenciennes.
ce qui m'a amené à faire une école d'ingénieur, l'ESTP à Paris, une école spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. Ce qui m'a amené ensuite à travailler chez Bouygues Construction, toujours en région parisienne, en marché public, donc des belles opérations, un parcours sympathique. Monsieur Louvet tenait cet établissement de ses parents. L'estaminet a fermé ses portes lors de son décès en 1998. C'est curieux, mais je sens encore sa présence dans les murs de cette bâtisse qui est restée dans son jus. Je suppose que tu as voulu conserver le pittoresque de cet endroit et notamment le bar et son verrier qui semble avoir traversé le temps. Bien sûr, ouais, l'idée c'était vraiment de garder au maximum tout ce qui était ancien et qui faisait un peu l'âme et le charme de cet endroit. Moi je suis revenu il y a un petit peu plus de 2 ans pour faire la rénovation. L'idée c'était plus de réparer tout ce qui avait été causé par l'inoccupation du lieu pendant si longtemps et puis ensuite faire un peu des travaux d'isolation et d'électricité pour remettre tout ça au goût du jour, mais garder toujours le charme de l'ancien et cette âme, moi ça c'est cette histoire de ce lieu. Je vois que tu continues, comme au temps jadis, à servir toutes les bières à la bouteille. Combien de bières différentes peut-on retrouver à l'estaminet? Alors pour le moment j'ai à peu près 80 références. Ça risque de diminuer un petit peu, mais l'idée c'est quand même de garder un choix varié et représentatif pour que tout le monde trouve son bonheur. Tu les as toutes goûtées? Alors toutes peut-être pas, à quelques rares exceptions, mais j'essaye de savoir de quoi je parle pour pouvoir recommander le plus facilement possible. As-tu des projets pour l'arrivée de la belle saison? Donc là pour le moment le projet c'est principalement d'agrandir à l'intérieur, d'ouvrir l'ancien magasin pour pouvoir accueillir plus de personnes. Et puis à la suite développer aussi la terrasse à l'extérieur, peut-être mettre un terrain de pétanque, mais ça risque de prendre un peu plus de temps. Le magasin, tu peux nous en parler? Qu'est-ce que Monsieur Louvet vendait? Alors le magasin, alors encore une fois, j'ai pas eu la chance de pouvoir le connaître, mais j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de gens qui se rappellent des bonbons, des chocolats. On m'a aussi dit qu'ils vendaient du tabac bien sûr, mais aussi des robes et des choses assez variées comme ça. Mais je pense que le plus marquant c'était vraiment les bonbons. Tu peux nous rappeler les heures d'ouverture de ton établissement? Oui, bien sûr. Alors je suis ouvert du mercredi au dimanche de 16h à 23h et je fais également une ouverture le dimanche midi de 11 à 14. Thomas, les spectateurs de Reflet Flash aimeraient te connaître davantage. Acceptes-tu de te soumettre au Dis-moi qui tu es? Avec plaisir. Alors c'est parti. Dans la vie, es-tu une personne facile à vivre? J'essaye, oui. Quelle est la chose qui peut te mettre facilement en colère? L'incompétence et la bêtise. As-tu déjà demandé pardon à quelqu'un? J'essaye de demander pardon, même si c'est pas toujours facile, mais quand je suis en tort, j'essaye de demander pardon. Attribues-tu ta confiance facilement? Oui. Quel est le rêve que tu aimerais réaliser? En ce moment, mon rêve, ce serait d'avoir un peu moins de problèmes et d'être un peu plus tranquille. Es-tu une personne nostalgique regardant ces albums photos? Ça m'arrive, mais pas vraiment. Je me considère pas comme nostalgique. Non. Extériorises-tu tes sentiments de manière spontanée? Non. Qu'aimerais-tu que l'on retienne de toi plus tard? Eh bien, tous les bons moments passés ensemble. Penses-tu être resté fidèle aux idéaux de ton adolescence? Je suis quelqu'un de plutôt borné, donc je pense que oui. Crois-tu en l'existence d'une autre vie après la vie? Et que dirais-tu à Dieu si tu arrivais auprès de lui? Alors je ne suis pas croyant, et si j'arrivais finalement devant Dieu, je pense que je lui dirais merde.
Thank you.